Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Toute la question, c'est la capacité de ce gouvernement et de cette gouvernance, en fait, c'est pas de ce gouvernement, de cette gouvernance de faire face à la situation du pays. C'est pour ça que nous appelons au changement de tous les systèmes de gouvernance et non pas se contenter de changer les personnes. Parce que si vous regardez l'État aujourd'hui, quelle est la situation de l'État algérien? Il répond aux critères d'un État déliquescent. Un État déliquescent, c'est quoi? C'est l'institutionnalisation de l'ignorance et de l'inertie. Moins vous avez de compétences, moins vous êtes capable d'engagement, plus vous avez des chances d'être élu ou d'être promu. Deuxième critère de l'état déliquescent, c'est le culte de la personnalité. Troisième critère, c'est l'institutionnalisation de la corruption, la kleptocratie. Quatrième critère, c'est le fait qu'un nombre restreint d'individus prennent les décisions au lieu et place des institutions habilitées. Et cinquième critère, c'est l'émiettement des pôles à l'intérieur du pouvoir. Vous voyez que la situation de l'État algérien pour n'importe quel observateur, elle répond positivement à ces 5 critères. Donc nous sommes dans un État déliquescent. Comment pouvez-vous attendre d'un État déliquescent de faire face à une situation de crise aussi importante? Alors, et là, si vous permettez, je voudrais revenir en 86, sauf si vous avez une question. Bien sûr, parce que souvent, justement, on parle de 86 et aujourd'hui. La situation est totalement différente. En 86, la crise était de nature conjoncturelle. Il y a 2 pays qui voulaient casser un troisième. Et donc, ils ont décidé, un d'eux, à inciter l'autre à augmenter le volume de sa production et donc d'inonder le marché, les prix ont baissé. Donc c'était totalement conjoncturel, lié à une question de conjoncture. Tout de suite après, les choses sont revenues normalement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation structurelle de crise. D'abord en termes de demande. Il y a une rationalisation de la demande et de l'appel à l'énergie fossile au niveau mondial. La demande énergétique. L'énergétique, l'énergie fossile, l'énergie d'origine fossile, donc il y a une très forte rationalisation de cette utilisation. Deuxièmement, il y a de la production de nouveaux secteurs, comme le secteur des non conventionnels. Troisièmement, il y a un certain nombre de pays qui n'attendent que l'opportunité pour augmenter leur production. Je parle de l'Iran, je parle de l'Irak, je parle de la Libye, je parle de la Syrie, etc. Donc toutes ces données font qu'aujourd'hui, la crise est structurelle. Chez nous, elle est structurelle de façon encore plus importante, puisque nous sommes en baisse tendancielle de la production et en augmentation tendancielle de la demande interne. Vous êtes en train de nous expliquer que le gouvernement sera en fait incapable de réduire la croissance des dépenses de fonctionnement. Ça va continuer à augmenter. Dans le meilleur des cas, il va réduire un petit peu le rythme de croissance des dépenses de fonctionnement. On ne peut pas attendre d'augmentation sensible des recettes parce que, disons, on est dans une situation qui est structurelle du marché pétrolier qui est structurellement défavorable. Ça veut dire, ça nous place dans une trajectoire qui est une trajectoire, en fait, alors d'épuisement rapide de nos réserves financières. Oui, alors, donc 2 ans pour le budget et 5 ans pour la devise. Qu'est-ce qui se passe après, au bout de 2 ans, par exemple? Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans, après 2 ans, si on est toujours dans cette démarche-là? Parce que ça reste un petit peu théorique, un petit peu pour les gens. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans? Comment finance-t-on le déficit? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après, comment il faut le financer? Et qu'est-ce qu'on fait pour la balance des paiements? Après, quand les réserves de change sont épuisées au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? Non, il n'y a pas à faire, justement, c'est ça. Ça va être l'explosion, malheureusement. Et chaque jour, parce que, vous savez, lorsqu'il y a une crise structurelle, elle a la spécificité d'être, cumulative. Chaque jour que vous perdez, vous le payez beaucoup plus cher. Moi, j'avais dit qu'il fallait démarrer le programme de redressement dès janvier 2012. J'avais écrit le programme en 2011 dans lequel j'exposais comment il faut le faire, etc. On a déjà perdu 2012, 2013, 2014, nous sommes en 2015, nous sommes déjà à la 4e année. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a fait des erreurs et on a continué à faire des erreurs. Je dis, la gouvernance a fait des erreurs, a continué à faire des erreurs
qui serait très difficile. Moi, personnellement, je ne vois pas comment ils pourront le régler. La probabilité la plus élevée est celle de l'explosion, malheureusement, de la rue. Malheureusement. Et justement, je le dis et je le répète, tout le travail politique de tous, l'opposition, les personnalités, les intellectuels, le gouvernement s'il le peut, mais malheureusement j'ai l'impression qu'il a déjà perdu pied, ce serait de travailler pour que lorsque l'explosion sociale arrive, on puisse la gérer convenablement. On peut encore espérer l'éviter, M. Benbitour. Par quel mécanisme cette explosion sociale va-t-elle se produire? Expliquez-nous. Par quel subvention, par exemple? Non. Qu'est-ce qui va provoquer cette explosion sociale? C'est la suppression des subventions. Il va provoquer. Bon, là déjà, on parle de toucher aux importations de certains produits qui sont nécessaires, non? Non, exactement, on ne peut pas les toucher. Malheureusement, pour les importations, nous n'aurons normalement pas de problème pour ces 5 à venir. Mais quand il n'y aura plus de recettes budgétaires, il n'y aura plus de transferts sociaux, il faudra payer l'école, il faudra payer l'hôpital, les salaires ne seront plus en mesure de faire face à la situation avec l'inflation, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que j'ai commencé, M. Benbitour, les difficultés vont commencer à partir du moment où les équilibres budgétaires ne seront plus garantis, disons, et à ce moment-là, donc, vous pensez qu'il va y avoir une réduction des transferts sociaux, et c'est par le biais de cette réduction des transferts sociaux que l'explosion sociale risque de se produire. Exactement, transferts sociaux, et puis la baisse du pouvoir d'achat des salaires, par l'inflation. Alors, et ça, vous pensez que ça risque de se produire dans combien d'années? Je dis à partir de 2017. À partir de 2017. Elle peut arriver avant, bien sûr. D'accord. Mais fatalement, elle viendrait à partir de 2017, lorsqu'on n'aura plus la possibilité de faire face à ces dépenses. On va essayer ensemble de remonter le moral de Hassan Haddouche, qui est déprimé par les perspectives. On va parler des mesures qui peuvent rétablir, agir un peu sur le moyen et long terme. On a compris, les mesures d'urgence, c'est d'agir sur les leviers rapidement. Il y en a quelques-unes qui sont prises et d'autres qui le seront peut-être parce qu'il y aura la pression. Rétablir la production, la réindustrialisation, l'attractivité de l'Algérie, etc. Vous dites, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se remettre à engager des réformes qui peuvent faire que dans 5 ans, l'assiette fiscale de l'activité productive devient plus large, qu'on se mette à exporter d'autres produits que des produits pétroliers, etc. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que de ce côté-là, il se passe quelque chose? Non, il ne se passe pas quelque chose, malheureusement. On doit faire quelque chose. Il ne se passe pas quelque chose. Et une gouvernance qui, pendant 15 ans... Quand on parle avec les responsables du Forum des chefs d'entreprise... Oui. Ils disent qu'eux, aujourd'hui, ils ont eu meilleur écoute du côté du gouvernement. La proposition de lever les obstacles à l'investissement, c'est en train de se mettre en place. Donc, ils sont pas aussi pessimistes. C'est pour avoir votre réaction que je dis ça. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je crois. Non, je suis désolé. Encore une fois, ce n'est pas une question de comportement d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est une question de stratégie de développement. Je vous annonce aujourd'hui que un livre est à l'impression qui s'appelle L'Algérie de l'espoir en arabe et Jazair al-Amal Jazair al-Amal en arabe et l'Algérie de l'espoir en français. Donc que vous avez signé qui est chez l'éditeur, qui va sortir dans les 2 semaines ou la semaine qui va venir. Donc, il y a encore d'espoir, si j'ai bien compris. Il y a encore d'espoir. Il y a de l'espoir pour le pays là. Alors, à quelles conditions? À condition de changer tout le système de gouvernance. Oui. Une gouvernance qui, pendant 15 ans, a tout fait pour détruire, ne peut pas être capable de reconstruire. À travers l'histoire, on n'a jamais eu un exemple d'une gouvernance qui a détruit et qui a reconstruit. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on parle de changement de tout le système de gouvernance et de la liberté. J'ai envie de vous challenger quand même sur cette idée. Alors, on va prendre... Vous connaissez bien les années 80. Oui. Bon, je suis en train de lire les mémoires de Mohamed Saïd Mazouzi sur la période, il les a publiées. C'est bien, c'est excellent. On voit qu'il y a une série de mesures économiques qui sont en gros imputées à M. Abdelhamid Brahimi, qui ont donné de mauvais résultats, notamment la baisse de la rente pétrolière, parce qu'on considérait qu'avec les prix élevés, on n'en avait pas besoin. Bon, c'est la présidence, c'est l'ère Chadli qui nous a amené à la crise de 88. Et c'est la même ère Chadli qui a engagé des réformes différentes avec le gouvernement Hamrouche, etc. Ça a donné résultat ou pas, c'est un autre débat. Mais le même pouvoir a tenté de construire après avoir détruit. Est-ce qu'on ne peut pas envisager que
d'un coup, avec les militaires, nous ici on parle clairement que le DRS, peut-être l'état-major, etc., réalise que la situation est dangereuse, qu'on soit obligé d'envoyer les soldats pour mater le peuple, c'est le scénario le plus horrible, et que dans ce cas-là, on fasse pression pour qu'il y ait des réformes. Sur le même pouvoir. Non, c'est déjà arrivé. Soyons réalistes. C'est-à-dire, quand vous voulez faire des réformes qui réussissent, il faut des compétences capables de faire, et il faut des gens qui... Cela n'est pas une compétence pour vous? Non, mais encore une fois, il ne faut pas parler de compétences. C'est quand même le Premier ministre, c'est important. Non, je ne parle pas des personnes. Ce n'est pas une question de Premier ministre, c'est une question de gouvernance. Vous mettez n'importe quel Premier ministre, il ne marchera pas. Moi, j'étais chef de gouvernement, et ça n'a pas marché. Parce que vous avez un système de gouvernance qui n'est pas capable de faire marcher les affaires. Aujourd'hui, nous avons besoin de gens d'un autre niveau. Je voudrais m'insérer dans votre raisonnement, dans le scénario qui vous semble, que vous annoncez comme le plus probable. Vous nous dites on va vers une situation qui va devenir ingérable, une situation d'explosion sociale, disons, qui est combinée donc à une déliquescence de l'État. Bien. Alors, vous faites partie... vous êtes un des leaders d'un mouvement d'opposition qui a cherché à agréger un petit peu, disons, des courants d'origine diverses, disons. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'un an, disons, un certain nombre de personnes, beaucoup de gens, disons, ont placé beaucoup d'espoir dans ce mouvement, dans cette coordination qui s'est créée il y a un an. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun des membres de cette coordination est en train de reprendre un petit peu son autonomie et parler, disons, pour lui-même. Alors, est-ce que, à votre avis, vous qui êtes un des leaders de cette coordination de l'opposition, quel doit être son rôle aujourd'hui dans cette perspective, dans ce scénario qui est celui d'une explosion probable, d'une explosion sociale probable, disons, d'ici dans moins de 2 ans. Permettez-moi juste un point de précision. Lorsqu'on a créé cette coordination, on a dit qu'il s'agit d'alliances stratégiques. Ce n'est ni une fusion ni une union. Chaque membre reste indépendant dans sa politique. Nous avons défini un objectif, c'est celui de la mise en place d'une période de transition et le bénéfice des libertés. Nous ne sommes d'accord que sur ça. Nous sommes d'accord sur ça. C'est déjà beaucoup. Nous sommes d'accord sur ça. Sur le reste, nous laissons la liberté à chacun d'exprimer. Donc, ce qui fait que lorsqu'un parti s'exprime sur une question, ce n'est pas l'avis de la coordination. D'accord? Ça, c'est le premier élément qu'il faut garder à l'esprit. Deuxième élément, regardons les choses très, très sérieusement, parce que nous parlons de transition. Quelles sont les possibilités de transition? La première possibilité, ce serait que le système de gouvernement en place, prenne conscience de sa défaillance et appelle des gens à mettre en place une nouvelle gouvernance. Ça, je ne le vois pas possible dans le cadre de gouvernance algérienne, et nous avons pour démonstration la révision de la Constitution en 2008. Il faut juste rappeler que lorsqu'il y a eu appel à des élections présidentielles anticipées en 1999, le chef de l'État qui a fait appel à ça avait dit que c'était pour la concrétisation de l'alternance au pouvoir. Ça veut dire quelqu'un qui est venu dans le cadre de ce programme avait pour obligation de respecter l'alternance au pouvoir. Or, au contraire, on a laissé de côté l'alternance au pouvoir. Donc, ce type de gouvernance ne pourra pas aller vers les solutions. Ça, c'est donc à exclure. Reste la deuxième possibilité, ce serait que l'opposition prenne suffisamment de force et devienne une force de négociation, de pression et de négociation. Malheureusement, la fermeture de tous les moyens d'expression publique fait qu'on ne peut pas, on ne donne pas de salle, on ne permet pas de nous réunir dehors, etc. etc. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que les Algériens n'ont pas encore décidé d'y aller franco, c'est-à-dire parce que ça dépend du niveau de mobilisation. Les Algériens sont encore peut-être dans l'espérance que la rente va être encore là et que ça ne sert à rien de faire secouer. Non, écoutez, chaque fois que nous avions eu l'autorisation d'aller dans une salle, elle était pleine à craquer. Lorsqu'on a eu la salle de Harsha, elle était pleine à craquer. Les gens sont prêts à y aller, mais justement, parce qu'ils sont prêts à y aller, ils ne veulent pas de ça. Donc, je suis à vous. Donc, on était au deuxième. Ce que j'ai bien compris
compris la troisième, mais si on s'arrête sur la deuxième, moi je vous trouve sur la deuxième, je vous trouve un petit peu, excusez-moi l'expression, un peu timoré. C'est-à-dire qu'il y a des situations politiques récentes dans des pays qui nous ressemblent un petit peu, enfin historiquement, hein, je sais pas, je parle de l'Ukraine, de choses comme ça, dans lesquelles l'opposition a choisi des actions dures, des actions relativement violentes. L'opposition était exclue aussi des médias publics, etc. Elle n'a pas hésité. Vous, est-ce que vous êtes pour descendre dans la rue, pour manifester, pour, je veux dire... Malheureusement, il arrivera un moment où ce sera fatal. On n'aurait pas d'autre choix. Pour le moment, encore, on continue à dire il faut, mais bon, si on continue toujours à fermer, ça, on arrivera à cela, malheureusement. Toujours sur cette deuxième question, deuxième scénario. Avant le troisième, je sais que vous n'allez pas perdre le film, c'est Ahmed. Est-ce que vous diriez que l'aggravation de la crise, l'avancée dans la crise, renforce la capacité de négociation de l'opposition ou pas? Elle devrait, dans les conditions normales, elle devrait maintenant. On va voir ce qui va se passer. Parce que n'oubliez pas aussi, bon, à ce moment-là, vous m'obligez d'ouvrir des parenthèses. Lorsque vous regardez l'état de la société, on a parlé de la situation de l'État qui est déliquescente. Lorsque vous regardez la société a 5 mots importants. Le premier, c'est la perte de la morale collective. Le deuxième, c'est la violence qui devient l'instrument de règlement de conflit entre les individus, entre les groupes d'individus et l'État, ce qui est beaucoup plus grave. Le troisième, c'est la corruption. Exactement. Le troisième, c'est la corruption généralisée. Le quatrième, c'est l'indifférence. Et le cinquième, c'est le fatalisme. Donc, là aussi, nous avons mis un accent très important pour une éducation citoyenne, pour que les gens apprennent à se voir en face et de dire non, nous avons la capacité de faire, donc il n'y a pas de fatalisme, c'est pas fatal, nous avons les possibilités, les moyens, le pays a les compétences nécessaires et a les moyens nécessaires pour faire face. C'est la gouvernance qui est défaillante, c'est pas le pays qui est défaillant. Donc c'était juste pour dire ça. Donc cette deuxième possibilité. La troisième reste malheureusement l'explosion de la rue. Et c'est la plus probable dans les conditions actuelles. Et tout le travail politique doit consister justement à faire en sorte que l'éviter autant que faire se peut, et si elle arrive, au moins qu'elle trouve des équipes qui sont capables de prendre en charge la situation des pays, de proposer des programmes, etc. Monsieur Benbitour, vous avez vécu, donc encore une fois, les années 80. Oui. Moi, j'ai du mal à penser qu'on va refaire la même chose. C'est-à-dire que je regarde un peu l'histoire des autres pays. Les Allemands ont connu l'hyperinflation, ça a amené Hitler au pouvoir, et ils sont devenus très attentifs à ce phénomène, ils sont devenus pour le marque fort, etc. Les Algériens ont subi l'endettement extérieur et ils sont tombés en défaut de paiement. Et la guerre civile... Pas en défaut de paiement, en difficulté de paiement. On n'a jamais été en défaut. D'accord, le rééchelonnement s'en est suivi après. Et donc, vous pensez que vraiment c'est écrit comme ça, c'est fatalement que par la rue que ça peut changer, alors qu'on sait que ça peut conduire à... Non, vous devez faire des prévisions scientifiques, d'accord? Et une prévision est une prévision. Vous le mettez une probabilité. Il y a la fiabilité et la probabilité. La fiabilité, c'est 1. La probabilité, c'est de 0 à 1. Donc, au jour d'aujourd'hui, la plus forte probabilité, c'est là. Et tout notre travail, justement, consiste à faire en sorte de faire baisser cette probabilité. Et l'élément fondamental de la baisse de cette probabilité, c'est le changement de tout le système de gouvernance. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance.